Japon 1971, Tokyo. Développement, production, expansion. On nous dit ce n'est plus l'extrême-orient, c'est l'extrême-occident. D'ailleurs, les mots Orient et Occident ont-ils encore un sens autre que géographique? Peut-on encore opposer le monde moderne aux civilisations traditionnelles? Un quartier de Tokyo, Ginza. Les Champs-Élysées avec un petit quelque chose de Pigalle. Des bars, des hôtesses, des geisha girls, des restaurants. Qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen? Dans un immeuble ultra-moderne, un restaurant à chaque étage. Chinois, français, japonais, barbecue, il y en a pour tous les goûts. Un très grand bâtiment, un très petit bureau. Un patron, petit par la taille, grand par le courage et la persévérance. Parti de rien, pas un sou, richissime aujourd'hui. Un homme qui a réussi des relations dans tous les milieux. Un chef, 100 personnes sous ses ordres. Et toujours le sourire. Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen? Tous les apéritifs et tous les cocktails, les cuisiniers connaissent leur métier, je peux même vous dire qu'on y mange très bien. Le thé vert japonais, o-cha, le thé noir, ko-cha. Pour quelques clients privilégiés, une soirée raffinée, une danseuse classique du théâtre kabuki, héritière de la tradition Sasagawa. Japon 1971, Tokyo, Ginza, restaurant Mikasa Kaikan. Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen? Sashimi, tempura, sukiyaki, gohan. Les Japonais aiment beaucoup la cuisine japonaise. C'est normal. Moi aussi, c'est mon droit. Mais si vous voulez savoir ce que tout cela peut bien avoir à faire avec un film consacré au bouddhisme zen, il faut que vous veniez au restaurant Mikasa Kaikan le matin de bonne heure, avant que commence la journée de travail. Le restaurant japonais, chaque matin avant le travail, se transforme en dojo de zazen, en salle de méditation. Le kyosaku, le bâton, dont le coup frappé en un point bien précis de l'épaule libère l'énergie, active la vigilance. Aux vêtements prêts, nous pourrions nous croire dans un monastère zen. Silence, immobilité, extrême attention, totale disponibilité intérieure. Récemment, une revue titrait ainsi un article sur la relaxation zéniste dans les séminaires pour cadres
Bouddha au service du management. Au Japon, il arrive encore que ce soit les hommes d'affaires et les PDG qui se mettent au service du Bouddha. Ainsi, l'essence de la discipline zen, c'est le zazen, se tenir assis et tourner son attention vers l'intérieur. Plusieurs centres de recherche scientifique japonais, dont le laboratoire de psychologie de l'université Komasawa à Tokyo, ont cherché à savoir ce qui était mesurable parmi les effets psychophysiologiques du zazen. Et le coussin des monastères voisine avec la boîte de connexion et de transmission. Ces relevés sont notamment des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes. Des électrodes sont fixées sur différentes parties du corps afin d'enregistrer les variations d'intensité et de fréquence des courants électriques correspondant à l'activité électrique des organes. À la ceinture sont mesurés les mouvements mécaniques de la cage thoracique et non plus les ondes électriques émises par un organe, comme c'est le cas pour le cerveau et pour le cœur. Les ondes produites par le muscle cardiaque, ventricule et oreillette, lorsqu'ils se contractent, peuvent être recueillies soit au niveau du cœur lui-même, soit au niveau des poignets. Les différentes parties de tout cerveau humain émettent des ondes qui diffèrent selon l'activité cérébrale. Ainsi, des électrodes sont apposées sur les régions occipitales, pariétales, frontales, etc. En général, l'activité mentale ordinaire se manifeste par de petites ondes rapides appelées ondes bêta. Au repos, au calme intérieur, correspondent des ondes alpha qui sont plus amples et moins fréquentes. Dans la somnolence, la fréquence diminue encore et ce sont les ondes θ. Enfin, dans le sommeil, la fréquence est encore plus lente. Ces ondes s'inscrivent sur un papier grâce à un appareil enregistreur appelé polygraphe et les tracés sont dus aux déviations d'une plume sur une feuille de papier en mouvement. À chaque électrode correspond une plume différente. Pendant le zazen, le tracé désynchronisé, habituel à l'état de veille, fait place aux ondes alpha et θ. Ces ondes se maintiennent régulièrement et malgré la disparition des pensées, le sujet ne s'endort pas. Silence intérieur et parfaite vigilance vont de pair. D'autres recherches portent sur l'analyse de l'air expiré qui permet de calculer la consommation d'oxygène par le sujet, consommation extrêmement diminuée pendant le zazen. Si la science contemporaine s'intéresse au zen, le zen, lui, a été depuis des siècles le véhicule des sciences traditionnelles. Par exemple, certains moines pratiquent, enseignent, étudient le massage. Ce massage est une branche de la médecine orientale. Médecine bien différente de notre allopathie, mais dont les résultats thérapeutiques en Inde, en Chine et au Japon attirent de plus en plus l'intérêt des spécialistes occidentaux. Nous en connaissons surtout l'acupuncture. Le massage japonais se pratique sur les points et le long des méridiens d'acupuncture, mais les aiguilles sont remplacées par les pouces. Ces points sont reliés aux différents organes, par exemple le gros orteil au cerveau. Le médecin oriental se préoccupe plus des malades que des maladies. Ces maladies, il ne cherche pas à les décrire, à les classer, à les nommer. Mais, par la connaissance extrêmement poussée de son propre corps, il perçoit chez les patients les innombrables distorsions organiques. Son rôle est alors de corriger, de rendre correct ce qui s'était détourné des lois universelles. En cas de trouble, la pression de certains points du corps s'avère presque intolérablement douloureuse. Cela varie naturellement suivant les individus,
suivant l'organe atteint, suivant le fonctionnement défectueux. Le médecin oriental n'utilisera pas de médicaments chimiques, mais il renforce les défenses naturelles du patient. Cette médecine fut, avant la lettre et de tout temps, une médecine psychosomatique, s'intéressant à l'homme total et connaissant les liens qui unissent les diverses parties du corps et les différentes émotions latentes. Elle est d'abord une science de l'énergie, de la transformation des énergies dans l'être humain, de la circulation des énergies dans l'organisme humain. Certes, surtout pendant les premières séances, le massage japonais, du moins le véritable massage japonais, est extrêmement pénible pour celui qui le subit. Disons-le, cela fait horriblement mal. Mais je connais plusieurs cas d'hommes et de femmes qui en ont été profondément et surtout durablement transformés. Plus même, à qui cela a permis de faire des découvertes insoupçonnées sur leur propre corps. Les moines pratiquent aussi les moksas, sortes de pointes de feu. Des petits triangles d'armoise sont déposés en certains centres nerveux et allumés à l'aide d'une baguette d'encens. Leur combustion provoque une brûlure qui remplace la piqûre avec une aiguille. Du restaurant au laboratoire, du laboratoire au monastère, du monastère au village, l'influence du zen, l'esprit du zen, imprègnent encore aujourd'hui la vie japonaise. Dans bien des familles du peuple, par exemple chez ces agriculteurs de Tsuruoka, sur la côte ouest, se trouve un petit hôtel mi-bouddhiste, mi-shinto, puisque les Japonais concilient sans peine la doctrine importée de Chine et de l'Inde avec le culte national ancien, celui des dieux ou kami. De tout temps, les moines zen japonais ont frayé avec les laïcs, depuis les nobles et les samouraïs, jusqu'aux commerçants, aux paysans, et même aux corporations les plus décriées. Dans tous les milieux, dans toutes les circonstances, avec tous les êtres humains, le moine et surtout le maître zen est en harmonie. À chacun, il parle sa langue. Sensei Taisen Deshimaru exprime cette justesse de l'instant, cet ici et maintenant qui est aussi partout et toujours. Celui qui vit le zen est fluide comme l'eau, laquelle prend la forme de tous les vases, de tous les récipients, sans en être marquée et en demeurant pareille à elle-même. Et le moine demeure moine, tout en étant un avec la situation, un avec ceux qu'il rencontre. Fussent-ils des jeunes gens ou jeunes filles sortant à peine de l'âge ingrat et venus au monastère de Teishoji pour y passer l'après-midi du dimanche. Le zen, c'est la vie supra-individuelle dont tout égoïsme, tout sens de la séparation, tout jugement même a disparu. Ces jeunes gens, ces jeunes filles, n'ont pas fait d'études poussées. À 17, 18 ans, ils travaillent comme employés. Mais le zen influence aussi les étudiants et les étudiantes, notamment ceux et celles des grandes universités zen, comme l'université qui est rattachée au monastère Soto de Sojiji à Yokohama. Chaque matin, avant les cours, toutes les élèves se réunissent dans le gymnase pour la psalmodie des sutras bouddhiques et l'immobilité silencieuse du zazen.
Certaines jeunes filles se rendent même au monastère. Si jeunes, elles sont déjà sensibles aux valeurs essentielles de la méditation. Unification intérieure, prise de conscience, réalisation de notre nature profonde, notre nature de Bouddha, pure, libre, heureuse. Si l'on peut constater au Japon, comme dans bien d'autres pays, un certain déclin de la vie monastique, les laïcs, par contre, sont de plus en plus nombreux à vouloir pratiquer le zazen et des dojos modernes se construisent un peu partout. Plusieurs Japonais m'ont même dit que la découverte du zen par les Américains, la mode du zen en Europe, n'était pas étrangère à ce regain d'intérêt, surtout chez une jeunesse volontiers prête à imiter l'Occident et ce qui lui tient lieu de culture. Si le zen est une vie et une spontanéité toujours créatrice, qui se manifestent dans tous les actes et tous les gestes, la posture assise n'en demeure pas moins le cœur et l'essence du zen. Plusieurs millions d'enfants japonais en font déjà l'expérience. Le zen, c'est une question d'être. Être ou ne pas être, oh oui, voilà la question. Et l'être d'un homme se constitue dans son enfance à travers les impressions qui se déposent dans lui. Or, dès les premières années, les enfants sont aujourd'hui sollicités par l'avoir et non par l'être, appelés à la dispersion, soumis à toutes les suggestions, du moins dans les sociétés techniquement développées, dans le monde profane où les aveugles conduisent les aveugles. Pour un enfant, rentrer en lui-même, se ressaisir, se recueillir, se sentir être, au-delà des émotions, des désirs, des craintes. Ce sont les premiers pas sur la voie de la liberté, sur le chemin d'une vie heureuse, les premiers pas pour être un jour véritablement un adulte. Le monastère Soto de Yogo, près de Kobe, s'est donné pour mission d'entraîner les enfants au kendo, l'un des arts martiaux, et de les y entraîner dans le plus pur esprit du zen. L'autorité suprême est l'abbé du monastère, les instructeurs sont des moines, et le dojo porte le titre évocateur et poétique de lieu où l'on cultive les jeunes pousses. Chaque séance de pratique du kendo, combat au bâton, commence par un long zazen. Do, judo, aikido, kendo. Do signifie la voie, mais aussi la vérité de l'univers. S'ils ne sont pas dénaturés en sport de compétition, les arts martiaux expriment la vérité métaphysique, la loi, l'ordre cosmique. Comment ? L'immobilité précède le mouvement, le silence précède les cris. Mais le grand enseignement du zen, comme de tout le bouddhisme Mahayana, c'est la réconciliation des contraires. Le silence et le son, l'immobilité et le mouvement sont une même réalité. Le zen n'oppose jamais. Il est la vie totale, la vie qui embrasse tout, qui inclut tout. Dans le zazen, la posture assise, l'enfant prend conscience de lui-même. Il commence à éprouver « je suis ». Pas « je suis content, je suis déçu, je suis heureux, je suis fâché ». Non, simplement « je suis ». Il y a en moi une vie, une force, une énergie, comme une source qui coule toujours.
Mais l'être humain, et surtout l'enfant, a aussi besoin de s'exprimer et de s'insérer dans le monde. L'exercice en commun lui en donne l'occasion. Le dojo où se pratique un des arts martiaux est l'image de l'univers. Mais parce qu'ils ont été précédés par le silence et l'immobilité du zazen, les cris et les mouvements sont enrichis d'un sens nouveau. Quelque chose de la disponibilité intérieure du zazen demeure dans l'action et le tumulte. Et puis, ne l'oublions pas, nous sommes dans un monastère et le moniteur est un moine. Après l'entraînement à visage découvert, le kendo se pratique avec le visage et le crâne protégés par un masque. De nouveau, les enfants reviennent à eux-mêmes. Ils reprennent contact, au plus profond d'eux-mêmes, avec le silence d'où jaillissent les cris, d'où jaillit le son qui est à la fois créateur et destructeur. Car création et destruction sont les deux faces d'une même vie éternelle. Tokyo, le célèbre Kodokan qu'on a parfois surnommé la Mecque du judo. Bien que le judo puisse être aussi, une voie de réalisation spirituelle, aujourd'hui, c'est bien rarement le cas. La véritable tradition des arts martiaux du Japon est une forme de mysticisme. C'est tout à fait à dessein que j'emploie ce mot. Et il n'y a pas beaucoup de mysticisme au Kodokan, même s'il y a beaucoup de techniques. Revenons donc dans les monastères. Je viens d'employer le terme mysticisme pour le zen. Mais c'est une mystique parfaitement insérée dans le concret. On ne marche pas emporté par sa tête, par son mental. Et pour avoir bien les pieds sur terre, il faut en revenir au centre de gravité dans le ventre et à la respiration lente dont nous avons parlé dans le premier de ces deux films. L'homme occidental se croit généralement fort lorsqu'il bombe le torse et rentre le ventre, c'est-à-dire lorsqu'il inspire. Le moine zen et le samouraï savent que la force se trouve dans l'expiration. Lorsque nous bâillons, nous expirons, et cela nous redonne un regain d'énergie. Lorsque nous rions, lorsque nous sommes positifs, nous expirons. Les pleurs, au contraire, sont des inspirations. Dans le zen et les arts martiaux, en expirant, on ne rentre pas le ventre. Au contraire, on pousse les intestins vers le bas. Un enseignement dit que lorsque la vache fait « meuh », donc expire, c'est pour prendre de la force. Entre la vache qui fait « meuh » et le mysticisme, quel rapport peut-il bien y avoir? Le mot qui peut faire le lien, c'est le mot « énergie ». Lorsque Dieu se manifeste, lorsqu'il crée le monde, Dieu est énergie. Le Kinhin,
la méditation marchant, est d'abord un contrôle de l'énergie par la maîtrise de la respiration, par la maîtrise de la tension et de l'extension, par le maintien du centre de gravité dans le bas-ventre. Pendant l'expiration, le moine ou le judoka a une fermeté inébranlable, une puissance irrésistible. Plusieurs exercices, plusieurs tests montrent combien il est facile de déséquilibrer un homme qui est mal situé intérieurement, mal situé mentalement, mal situé émotionnellement, mal situé physiquement. Mais dès qu'il s'agit de force, nous devons faire très attention à ne pas nous méprendre, à ne pas nous engager dans une voie fausse qui n'aurait rien, strictement rien à voir avec le bouddhisme en général et le zen en particulier. Or, si nous demandons à un véritable maître dans un de ces arts martiaux quel est le cœur ou l'essence de son enseignement, la réponse sera toujours, du moins s'il s'exprime en anglais ou en français, abandonner l'ego. Abandonner l'ego. C'est ici qu'arts martiaux et mysticisme se rejoignent. Abandonner l'ego est l'expérience fondamentale qui transforme l'existence humaine en une vie illimitée où toutes les contradictions sont dépassées, où tous les problèmes sont résolus. Ce n'est plus moi qui combats, c'est le Bouddha qui combat en moi, pourrait dire le maître zen. Le petit moi, le petit je, fait de crainte, de désir, a disparu. Mais cela, c'est une réalisation qui se vit comme une mort et une résurrection et dont on ose à peine parler dans le commentaire d'un film. L'aïkido, persistant à refuser les compétitions et les championnats, a conservé très pur le véritable esprit des arts de combat. C'est aussi un moine qui l'enseigne aux étudiants de l'université zen Komasawa. Le jeune caméraman du bureau permanent de l'ORTF à Tokyo, depuis quelques mois, pratique tous les matins l'aïkido avant de commencer sa journée de travail. Je lui ai posé cette simple question: c'est quoi l'aïkido? Il m'a fait cette réponse: c'est l'enseignement de l'amour. L'amour, lorsqu'il s'agit de foutre en l'air le plus grand nombre d'adversaires possible? Oui. On parle souvent de l'ésotérisme des arts martiaux du Japon. L'ésotérisme commence là où les arts de la guerre deviennent les arts de la paix. Ce n'est plus moi qui combats, c'est l'esprit de Bouddha qui combat en moi. Or, le bouddhisme n'a cessé de mettre l'accent sur le respect de la vie, le respect de toute vie, et le zen est une forme du bouddhisme. Dire, comme on le fait parfois, que le zen a fait le militarisme japonais est un contresens ou une erreur d'information. Bien au contraire, les arts martiaux enracinés dans le zen sont une école d'amour par la connaissance de soi, fondement de la maîtrise de soi, et par l'acceptation de l'autre. C'est cela que le monastère de Kobe enseigne aux enfants. Mais pour bien cultiver les jeunes pousses, il faut être un jardinier accompli. C'est par le kin-in que nous pouvons le plus facilement entrevoir le lien entre la méditation et le kendo ou l'art du sabre. Par le kin-in et aussi par la respiration lente, sur l'importance de laquelle je n'insisterai jamais assez. Nous sommes dans un monastère. Des enfants y sont accueillis qui vont s'y nourrir d'autre chose que Zorro, Batman, le fantôme ou les programmes habituels de la télévision japonaise. La présence de l'abbé donne son sens et sa dimension sacrée au combat au sabre
ou plutôt à la cérémonie du sabre qui va avoir lieu. Le combat au sabre est l'acte le plus grave qui soit, puisqu'il s'agit de vie ou de mort. Mais le zen nous conduit au-delà de la vie et de la mort, au plan où vie, naissance et mort ne sont qu'un. Le secret des arts martiaux, c'est l'abandon de l'ego, le dépassement des limites de notre personnage de surface, de celui qui veut vaincre ou qui a peur de perdre. Le zen nous délivre de la crainte de la mort et donc de toute crainte. Seul celui qui est libre de la peur peut véritablement aimer. Il a atteint l'autre rive, l'au-delà du par-delà. Budo, ce sont les arts de combat, mais bu signifie arrêter l'épée. Le disciple zen ne se bat jamais contre quelqu'un, mais avec quelqu'un. Il connaît la suprême vérité métaphysique. Personne ne tue, personne n'est tué. Il n'y a qu'un, il n'y a que le un, et ce un est éternel. L'autre, c'est moi, je suis l'autre. Nous sommes tous deux les expressions, les formes éphémères d'une même vie, d'une même unique énergie. C'est moi qui combats avec moi-même, c'est moi que je salue. Parce que je ne suis plus moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais le Bouddha qui vit en moi, l'univers entier et mon propre corps. Oui, mais pour arriver à cette libération, à cet état au-delà de tout effort, que d'efforts sont nécessaires. Tout est déjà là. Chaque homme porte en lui la nature de Bouddha. Mais nous nous prenons pour un être infime, limité, vulnérable, mortel. Les arts martiaux du Japon ne sont pas les arts de la mort, mais les arts de la vie illimitée, de la vie éternelle. On situerait l'esprit guerrier nippon dans une plus juste perspective en ne le dissociant pas des autres arts si chers au cœur de tous les Japonais, tels que la cérémonie du thé, le culte des fleurs, le théâtre no, la peinture à l'encre, la calligraphie, arts éminemment pacifiques, mais dont l'enseignement est le même que celui de l'aïkido ou du sabre. Recueillement, disponibilité intérieure, expression spontanée, perfection du geste. La calligraphie est l'extériorisation la plus directe de la recherche intérieure. À celui qui sait la lire, non avec ses yeux mais avec son cœur, une calligraphie manifeste l'état intérieur, l'état de conscience du moine qui l'a dessinée. Forme prise par la contemplation du maître, elle sera forme pour la contemplation du disciple. Les idéogrammes n'ont rien à voir avec les lettres de l'alphabet. À l'origine, en Chine, les idéogrammes ont même été tout à fait représentatifs et, pour signifier une maison par exemple, ont dessiné une maison. Aujourd'hui, les idéogrammes, soit purement chinois, soit un peu modifiés au Japon, sont plus abstraits, mais ils demeurent des signes et des supports pour la méditation. Un idéogramme va signifier par exemple la lune, la montagne, le nuage, la terre, le feu, la femme. Certaines calligraphies comportent une seule lettre, une seule idée, que le moine ne dessinera qu'après s'être identifié avec elle au cours d'une méditation prolongée. D'autres calligraphies figurent des sutras ou de courts poèmes, mais toutes sont l'expression de l'unité parfaite,
entre l'idée et le geste. Ce qu'il est convenu d'appeler la peinture zen, c'est surtout la peinture à l'encre noire ou sumi-e. Le renoncement aux couleurs permet d'exprimer encore mieux l'association de la simplicité et de la profondeur qui caractérise tous les arts japonais. La peinture zen est un art de spontanéité, mais cette spontanéité vient seulement quand l'être du peintre est complètement déblayé de tout ce qui l'encombrait. Cette liberté est l'aboutissement d'une extrême rigueur, c'est le travail d'une vie. Si, sans assesse préalable, un peintre enfermé dans son ego s'imagine faire de la peinture zen, il ne peindra que lui-même et il n'exprimera que cet ego. La peinture zen, au contraire, est de l'art sacré, sans jamais pourtant représenter des sujets religieux tels que des épisodes de la vie du Bouddha. La peinture de Bouddha est partout. La réalité est toujours là, ici et maintenant. En peignant une feuille, un oiseau, le peintre zen peint l'infini. Et quand je dis « il peint », ce n'est plus lui qui peint. Cela se peint à travers lui. C'est en ne faisant pas, mais en étant là, présent, unifié, libre, pour que cela se fasse, que le peintre zen fait véritablement. La cérémonie du thé, Cha no Yu, est pour beaucoup de visiteurs du Japon une activité folklorique étrange, pour ne pas dire assez fastidieuse. Pour les Japonais, elle est le culte du thé, transmis aussi de maître à disciple à travers les générations, et qui trouve son origine dans les monastères zen. La petite maison où se déroule la cérémonie du thé est toujours accompagnée d'un jardin, un jardin qui sert d'intermédiaire entre le monde du dehors et ce lieu de paix et de recueillement qu'est la chambre de thé. L'accès vers l'intérieur est une porte minuscule devant laquelle les grands et les samouraïs, comme les humbles et les moines, devaient également se baisser. Cha no Yu est un culte, et pour y prendre part, il faut d'abord l'humilité. La chambre elle-même est toujours construite selon des principes et des règles strictes. Elle se caractérise avant tout par son extrême simplicité, par le raffinement dans la pauvreté. Comme toutes les pièces japonaises, elle demeure vide, sans aucune décoration qui puisse distraire. Seul, un kakemono, une peinture déroulée hors de son écrin, et quelques fleurs choisies et arrangées selon des lois précises, viendront tenir leur juste place dans un ensemble. À l'origine, le thé fut la boisson des moines. Elle les soutenait pendant les longues heures de veille et de méditation. Boire le thé ensemble, en compagnie du maître, était aussi une forme de communion. Aujourd'hui encore, la façon de préparer le thé vert est codifiée par des règles rigoureuses qui diffèrent légèrement selon les écoles traditionnelles. Assister à la préparation du thé, c'est participer à une cérémonie, partager un état d'âme. Un certain nombre de mots japonais caractérisent cet état d'âme. Ces mots signifient tranquillité, paix, harmonie, respect, politesse, pureté, et aussi soumission à la loi de l'univers. La cérémonie du thé illustre ce principe qui inspire toute la vie dans le zen. La moindre action doit être accomplie d'une façon absolument parfaite. Cha no Yu n'est pas un passe-temps pour les dames. Les moines et les maîtres zen
officient souvent eux-mêmes et la cérémonie devient véritablement un culte d'une grande beauté. Je dois dire que les Japonais prennent la beauté très au sérieux. La beauté est l'expression extérieure de l'éveil intérieur. C'est une beauté consciente, pas une beauté accidentelle. La tasse, la cuillère qui servira à puiser la poudre de thé, la louche qui versera l'eau, le morceau de bambou avec lequel thé et eau seront mêlés, sont des objets d'art parfois précieux, souvent coûteux et toujours respectés. La tasse, dans laquelle le thé sera directement préparé, est d'abord nettoyée et chauffée. Elle est essuyée minutieusement avec des gestes fixés dans leurs moindres détails. Le thé vert en poudre est déposé dans la tasse. Un peu d'eau froide est ajoutée à la bouilloire afin de maintenir l'eau à température constante. Le thé est soigneusement délayé dans l'eau chaude. Ce sont les moments essentiels, les gestes simples et parfaits de toute cérémonie du thé, mais ils diffèrent légèrement selon l'école à laquelle appartient l'homme ou la femme qui les accomplit. Ce qui demeure toujours, c'est le calme et l'extrême attention de l'hôte et de ses invités. La façon de boire le thé est aussi précise que la façon de le préparer. L'invité avale d'abord seulement une gorgée de thé, puis s'incline devant son hôtesse pour exprimer sa gratitude et son appréciation. Alors seulement il peut achever de boire. Parfois, plus rarement, la cérémonie du thé a lieu en plein air, dans un cadre et un décor déterminés eux aussi par des règles précises. Les invités sont deux moines qui participent ici à l'enseignement, à la transmission de la connaissance par une femme à une jeune fille. Dans l'art du thé aussi, il y a des maîtres et des disciples. Ces deux femmes se sont d'ailleurs solennellement préparées extérieurement pour se préparer intérieurement. Elles ont lavé leurs cheveux, revêtu un kimono neuf, etc.
L'atmosphère est si paisible, si recueillie, que toute notion de temps et de durée disparaît. Chacun est là, instant après instant, ici et maintenant. En m'inclinant devant celle qui m'offre le thé, en m'inclinant devant celui avant qui je vais boire, comme pour lui en demander la permission, en m'inclinant devant les femmes qui ont préparé le thé pour moi, je prends conscience de moi, je prends conscience des autres, je vis consciemment l'instant présent. Comme tous les arts de la vie, au Japon, le culte du thé conserve son sens et sa valeur dans la mesure où il conserve ses racines dans le zen et dans la méditation, assis ou en marchant. L'art des arrangements floraux, ou ikebana, est né dans les monastères avec les offrandes de fleurs au Bouddha. On raconte même qu'autrefois, après les tempêtes et les tornades, des moines compatissants voulaient prolonger l'existence des fleurs dont la tige avait été brisée. Plus qu'ils ne cueillaient les fleurs, ils les recueillaient et les faisaient vivre quelques jours encore dans l'eau. Tout bouquet doit répondre à un principe ternaire, à une triade représentant le ciel, la terre et l'homme. Si des éléments secondaires sont ajoutés, leur nombre pourra être 5 ou 7, mais jamais un chiffre pair. Le zen, dans son essence, est créateur. Mais la création ne peut se faire qu'en accord avec les lois universelles. En cela, l'ikebana est une discipline religieuse, une discipline qui relie l'homme à la vie universelle et qui demande compréhension, humilité, modestie. Le moine zen ne regarde pas les fleurs avec les yeux, mais avec le cœur. Le cœur du moine, le cœur de la fleur, le cœur de la disciple, le cœur de l'univers sont un. Mais aucune des expériences qu'il m'a été donné de faire au Japon ne m'a paru plus significative de la vie dans le zen et du zen dans la vie que d'assister à l'entraînement du maître de No, Monsieur Kita, sans costume et surtout sans masque.
En s'exprimant par le silence, l'artiste de No révèle la beauté du silence. Permettez-moi donc de demeurer, moi aussi, silencieux.祭に及ぼし彼らと主要と皆共に仏道を上善ことを自法無効